Vous connaissez sûrement My Hero Academia, ce manga shonen neketsu à succès, écrit et dessiné par Koei Horikoshi, qui est maintenant publié dans le Weekly Shonen Jump depuis près de 10 ans. Ce manga nous raconte l'histoire d'un jeune garçon né sans aucun pouvoir, mais qui désire devenir un super-héros, dans une société où d'ailleurs tout le monde a des pouvoirs. Après avoir rencontré le numéro 1 des héros qui a fait de lui l'héritier de son pouvoir, il va rejoindre la plus prestigieuse académie de héros. Eh bien, tout va se terminer le 5 août 2024. Après 10 ans de publication, My Hero Academia arrive à sa conclusion, sa destination finale. Mais qu'en est-il des rêves de nos héros et vilains préférés? Sont-ils parvenus à leur but? Izuku a-t-il réussi à devenir le numéro 1 des héros? Est-ce qu'on a eu une fin à la hauteur de nos attentes? Pour y répondre, je vais faire une analyse critique de l'arc final de My Hero Academia, en mettant surtout l'accent sur ses défauts. C'est parti. Actuellement, dans l'anime My Hero Academia, l'arc final vient tout juste de commencer. Et dans le manga, il est déjà terminé. Donc on va s'appuyer sur les chapitres du manga pour l'analyse. L'analyse va se faire du chapitre 343 au chapitre 423. Il se fera en deux parties. La première partie, combat et rythme. Et la deuxième partie, intrigue et révélation. Pour analyser le rythme et les combats, je vais faire un graphique. En abscisse, on a les chapitres du numéro 343 au 423. Et en ordonnée, on a le degré de hype, c'est-à-dire l'intérêt des lecteurs et leur enthousiasme. On a un graphique en M, alors que normalement, on obtient un graphique en A, plus ou moins. Donc là, il y a un problème. Pour comprendre ce problème, on va voir ce qui se passe dans les trois parties du graphique, c'est-à-dire quels sont les événements qu'il y a eu pendant l'arc final. Du chapitre 343 au chapitre 369, la hype ne fait que monter. C'est normal, c'est parce qu'on a un enchaînement d'événements importants qui sont très bien orchestrés. On commence avec la scène des portails, quand tous les héros et vilains se rassemblent pour la bataille finale. Une scène qui rappelle des souvenirs. Et ensuite, les héros appliquent le plan Divide and Conquer, qui consiste à diviser pour mieux régner. Donc, séparer les vilains pour avoir l'avantage. Les terrains et équipes de héros sont choisis de façon à assurer la défaite des vilains. Par exemple, à Kamino, c'est Shoto et les assistants de l'agence d'Endeavor qui affrontent Dabi, car ils peuvent tous résister à de hautes températures. Autre exemple, il y a aussi la forteresse volante de Yue, un endroit conçu pour tuer Shigaraki. Non seulement parce qu'il ne peut pas s'échapper à cause des barrières électroniques, mais aussi parce qu'il ne peut pas utiliser ses haltères, à cause de Aizawa et Monoma. Donc l'auteur nous montre à quel point les héros sont intelligents, de quoi ravir les lecteurs. Mais le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Izuku, qui était censé affronter Shigaraki aux côtés de Bakugo, se fait entraîner dans le mauvais portail. Il se retrouve sur une île du Pacifique, à affronter Himiko Toga, qui d'ailleurs lui déclare sa flamme juste avant qu'il ne quitte l'île. Izuku doit faire tout le trajet en volant, car Monoma, qui est déjà occupé, ne peut pas le téléporter. Ensuite, on assiste à l'un des combats les plus attendus, Dabi contre Shoto. Un combat visuellement époustouflant, qui en ne peut plus de 3 chapitres. Précisément au chapitre 352, Shoto bat Dabi, grâce à sa nouvelle technique, la croix de feu. Un combat très court mais bien orchestré, qui marque l'avancement de la guerre, car Dabi est le premier vilain à tomber. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Ensuite, on enchaîne avec le combat All for One contre Endeavor et Hawks, qui vont plus tard être aidés par Jiro et Tokoyami. C'est au chapitre 357 que la hype atteint un autre level. Endeavor, qui est enragé, enchaîne les coups sur All for One, avant de l'achever avec son ultime technique. Alors qu'on croyait All for One mort, et sans alter de régénération, il revient à la vie, en utilisant l'alter d'Eri. Et comme si c'était pas suffisant, 5 chapitres après, on a la mort de Bakugo. Bakugo ne faisait pas le poids face à Shigaraki, mais il est quand même allé au-delà de ses limites.
En éveillant son alter, il était devenu capable de faire des explosions sur tout son corps, ce qui le rendrait plus rapide, mais ça n'a pas été suffisant pour vaincre Shigaraki. C'est lui qui a perdu la vie. Donc tout va mal, Bakugo est mort, All for One est revenu à son prime, et Dabi vient de se relever et a réussi à copier la technique de Shoto, étrangement. Donc voilà, le suspense est insoutenable. Shigaraki nous sort sa nouvelle transformation pour vaincre tous les héros sur place et s'assurer que personne ne puisse ramener Bakugo à la vie. Mirio doit gagner du temps en ralentissant Shigaraki, parce que sinon il risque de déchiqueter le corps de Bakugo, et en plus Mandalay lui a demandé de retenir Shigaraki parce que pendant 2 secondes elle va devoir ouvrir la barrière. Donc il ne trouve rien de mieux à faire que de montrer son dash. Et là, le seul, l'unique Izuku Midoriya fait son entrée dans l'arène avec un magnifique smash. Toujours avec des illustrations splendides du 100% Horikoshi. Ça y est, la hype a atteint son paroxysme. Izuku apprend la mort de Bakugo et veut le venger. C'est l'heure de l'affrontement final, Izuku contre Shigaraki. Là, l'auteur lâche une bombe atomique en nous révélant l'alter du deuxième détenteur du One for All, le Gear Shift. En gros, l'hyper vitesse mais aussi applicable sur des objets. Izuku enchaîne les smashs et se déplace tellement vite que le son de ses coups se fait entendre longtemps après l'impact. Izuku est le plus fort, c'est le vrai numéro 1 et ça, Shigaraki l'a très bien compris. Donc tout ce que je viens de vous raconter, c'est étalé sur 8 mois, février à octobre 2022. Et franchement, le rythme était parfait. Mais maintenant, on passe à la deuxième partie du graphique et la décadence de l'arc final. Du chapitre 370 au chapitre 385, on assiste à une baisse de la hype. C'est parce que Horikoshi a fait une sorte de pause, c'est-à-dire que dans ces chapitres, il n'y a aucune conclusion ni grand avancement aux combats principaux. C'est vrai que cette partie ne fait que 15 chapitres, mais en réalité c'était beaucoup plus long, à cause du rythme de parution. Donc chapitre 369, Izuku tabac Shigaraki, et maintenant chapitre 370, la révolte des mutants. Pourquoi tu fais ça, Horikoshi? Tout le monde s'en fout des mutants. En vrai c'était hyper intéressant. La révolte des mutants avec le passé de Shoji, Spinner, la voix des mutants et le retour de Black Mist, Kurogiri si vous préférez, c'était vraiment très intéressant. J'explique. En fait, Spinner devait trouver Kurogiri, car son alter permet d'ouvrir des portails de téléportation. Grâce à lui, les vilains pourraient faire tomber à l'eau le plan Divide and Conquer, car ils pourraient se téléporter là où ils veulent. Donc, pour assurer ses arrières, en plus de s'être dopé aux stéroïdes, il a organisé une révolte de mutants. Mais Shoji et Koda, avec aussi Present Mike, leur ont mis des bâtons dans les roues. C'était bien, mais il fallait pas le mettre là. En fait, on passe du combat le plus attendu, le combat qu'on attendait depuis le début de la série, à un combat qu'on n'attendait même pas. Forcément, ça ennuie les lecteurs, ça fait rager. Moi, en tout cas, ça m'a fait rager. Mais je pense que Horikoshi aurait pas dû le mettre à ce moment-là. La révolte des mutants aurait dû avoir lieu un peu plus tôt, à mon avis. Peut-être après le combat contre Dabi, donc le combat de Dabi et Shoto. Parce que là, la révolte des mutants, ça sert plutôt de transition. Une transition pour montrer que les vilains reprennent l'avantage dans la suite de la guerre. Plus tard, après le combat de Izuku et Shigaraki, on aurait dû mettre les chapitres 373 et 374 uniquement avec la scène du réveil de Black Mist Kurogiri et la téléportation de Dabi et Toga, là où All for One se trouve. Mais uniquement ces 2 chapitres-là, comme transition. Ça aurait suffi. Le moment où le combat a été mis n'est pas le seul problème. Je trouve aussi qu'il y a, disons, un manque d'introduction au problème des mutants. Par exemple, Shoji a jamais été mis en avant. Peut-être un peu pendant l'arc du cours d'été, mais voilà. Lui et Spinner ne se sont jamais affrontés. Alors que c'est le cas pour tous les autres combats de la finale. Par exemple, si on prend Ochako et Toga, ils se sont déjà affrontés 2 fois, avant la bataille finale. Voilà. Il y a eu des occasions où Shoji pouvait affronter Spinner, pendant l'arc du camp d'été,
ou encore l'arc de la guerre de la libération, mais non. L'auteur les a mis de côté. Bon, on a quand même eu le backstory de Spinner, mais c'est pas suffisant. Voilà, l'histoire des mutants et le combat entre Shoji et Spinner aurait dû être mieux introduit à mon avis. Bon. Peut-être que c'est la volonté de l'auteur de faire passer ce combat au second plan, je sais pas. Comme je l'ai dit, c'était une transition pour le retournement de situation. Le plan des héros est tombé à l'eau à cause de Kurogiri. Dabi est avec All for One et plusieurs clones de Toga. Les méchants font un carnage, mais aucun combat n'avance concrètement. Certains des clones de Toga sont allés sur la forteresse volante de Yue et ont attaqué Monoma et Aizawa, donc maintenant Shigaraki peut utiliser ses pouvoirs. Après avoir éclaté les barrières de la forteresse volante, Shigaraki s'apprête à détruire toute la forteresse. Et c'est à ce moment-là que plusieurs vilains repentis font leur réapparition. Love Lover, Gentle et Lady Nagant. Frappe main forte à des coups. Chapitre 377 au chapitre 379. Juste avant que Deku emporte Shigaraki hors de la forteresse. C'est vrai, c'est cool de voir des anciens vilains du côté des héros. On a l'impression qu'à chaque fois c'est un chapitre, un personnage fait son retour. Donc voilà, c'est un peu répétitif. Genre, ils arrivent, ils font une action, et ensuite on nous montre leur backstory et comment ils sont arrivés pour la bataille finale. Mais bon, c'est des vilains devenus gentils, donc c'est plutôt pertinent de montrer ça. Et après, on nous fait le coup avec les gars de Shiketsu, qui eux sont déjà des héros. Voilà. Les élèves de Shiketsu arrivent pour ralentir ce que j'appelle la course d'All for One. En fait, All for One veut aller vers l'est pour trouver Shigaraki, car disons, la conscience de Shigaraki a repris le dessus sur la conscience d'All for One. Donc du chapitre 380 au chapitre 384, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 81, 81, 82, 83 et 84. C'est la même chose. All for One se fait attaquer par des élèves, mais ils se font vite balayer de son chemin. On a eu Tokoyami et son géant Dark Shadow, on a eu Mount Lady, on a eu Gigantomachia, et on a même eu Mineta. Bref, rien de neuf. Donc aucun vilain n'a été vaincu, aucun combat principal n'a avancé, ça sent la prolongation exagérée en fait. Comme si l'auteur ne voulait pas conclure ses combats. C'est vrai que ça fait que 15 chapitres, mais ils sont sortis sur une période de 6 mois, de octobre 2022 à avril 2023. La première partie, elle faisait 7 mois, mais on n'a pas eu 15 chapitres, on en a eu 26 quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte du changement de rythme de Horikoshi en plein milieu de son arc final. C'est vrai, il avait besoin de pause quand même. Mais ça laisse largement le temps au lecteur de s'échouer sur l'île de l'ennui. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Mais le pire, c'est que cette chute de la hype a impacté la fin de l'arc final. Donc la fin de notre graphique. Du chapitre 386 au chapitre 423, on assiste à une remontée de la hype. Enfin. Mais la baisse de hype des derniers chapitres nous donne le sentiment que l'auteur n'a plus rien à raconter. Donc tout le monde n'attend plus qu'une chose, que la bataille se termine. Donc les événements qui normalement auraient créé des pics de hype passent inaperçus et font moins de bruit que prévu. Chapitre 386. La conclusion des combats principaux commence à se mettre en place. Et l'une des choses qui attise l'intérêt des lecteurs, et du moins qui moi a attiré mon intérêt, c'est All Might qui compte stopper All for One avec ce qui semble être une armure robotique. Mais d'abord, Horikoshi va clôturer les combats principaux. Chapitre 386 à 390, on a la fin du combat contre Dabi. Un combat central mais qui semble avoir beaucoup tardé à se clôturer. Dabi s'apprête à faire un méga kamikaze, donc les flammes autour de lui sont de plus en plus chaudes. Même Endeavor ne résiste pas à cette chaleur. On nous révèle que Dabi a lui aussi l'altère de glace, donc Shoto. C'est pourquoi il a réussi à copier la technique de Shoto. Ensuite, on assiste à l'arrivée de la famille Todoroki pour le so-called Family Barbecue. Oui, car les flammes de Dabi les brûlent. Et ils se protègent avec leur altère de glace. Tout le monde s'excuse et Dabi se rend compte que obtenir la réunion de famille et les excuses qu'il voulait tant, c'était très simple. C'est alors que Shoto apparaît sur son fidèle destrier Ida
et met un terme au kamikaze de Dabi en le refroidissant avec une technique spéciale. À la fin, Dabi insulte toute sa famille en esquissant tout de même un sourire. Alors oui, c'est très émouvant. Oui, c'est une bonne conclusion. Oui, Horikoshi dessine très bien, mais le rythme. On a eu des chapitres très courts. On a eu un chapitre de 11 pages, le chapitre 389, avec des doubles pages et quasi zéro texte. Mais bon. Ensuite, on passe au combat Toga contre Uraraka, du chapitre 391 au 395. Petit récap, une horde de Twice créée par Toga, donc qui sont là où se trouve All for One, près des montagnes. Ochako, quant à elle, vient de trouver la Toga originale, parmi les clones. Bon. Chapitre 391, combat d'Aircore, 9 pages, seulement. En gros, Uraraka commence à parler avec Toga. Ouais, c'est juste ça. Le chapitre qui suit, on nous refait tout le backstory de Toga une énième fois. Elle poignarde Ochako. Ensuite, Uraraka utilise le Talk no Jutsu pour calmer Toga. Et en même temps, elle éveille son alter. Donc tous les clones se sont mis à voler. Et son effet de zéro gravité se transmet maintenant par contact physique entre plusieurs personnes. Elle finit par se réconcilier avec Toga en lui disant que son sourire est magnifique. Tous les clones se mettent à disparaître car Toga a atteint sa limite, mais Uraraka a perdu trop de sang. Donc Toga décide de se sacrifier en se transformant en Uraraka pour lui donner son sang. Belle tentative de l'auteur pour essayer de nous faire aimer le personnage. Toga a enfin été acceptée par quelqu'un et est en paix avec elle-même. Alors oui, encore une fois, c'est très émouvant. C'est vrai qu'on n'a pas eu de combat, mais c'est une bonne fin. La fin des combats de Dabi et de Toga ont malheureusement souffert de la baisse de hype, que j'ai expliqué en partie 2. Ce sont de très bonnes conclusions, mais qui ont trop tardé, donc pas mal de lecteurs y avaient perdu intérêt. Malheureusement, ces deux conclusions n'ont pas fait autant de bruit qu'ils le méritaient. 6 août 2023. Le combat Iron Might contre All for One commence enfin. Après près de 1 an de silence, My Hero Academia recommence à faire du bruit sur les réseaux. C'est l'heure de l'affrontement final entre le symbole de la paix et le roi démon. Depuis le temps qu'on n'avait plus eu de combat important et épique, ça fait du bien. All Might utilise une armure et d'autres machines pour se battre. Une armure mécanique, bon, plutôt électronique. Le plus émouvant, c'est que chacune des attaques de All Might porte le nom de ses élèves. L'attaque la plus stylée, je l'avoue, c'était Can't Stop Twinkling, le jeu en rayon laser inspiré du nombril laser de Aoyama. Pendant leur combat, on nous montre des morceaux du backstory d'All Might, qui rajoutent de l'émotion. Au fur et à mesure, All Might s'est rendu compte que plus on blesse All for One, plus vite il rajeunit. All Might a enchaîné les attaques sur All for One, jusqu'à ce que ce dernier devienne un petit enfant, brillant. Origine des alters, bébé lumineux, bref, l'auteur s'apprête à répondre à l'une des plus vieilles questions du manga. Voilà. Bon, ça on en parle plus en détail dans la suite de ma vidéo. C'est alors que Stein, le tueur de héros, fait son grand retour au chapitre 400 pour aider All Might à en finir avec All for One. Mais ce dernier, bien qu'il ne soit plus qu'un enfant, a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. All for One finit par tuer Stein et lui voler son alter. L'armure d'All Might est brisée, donc le symbole de la paix se retrouve aux portes de la mort. Alors que All for One arrive là où Shigaraki se trouve, il brandit sous le bras All Might. Il s'apprête à l'achever sous les yeux du monde entier. Après s'être rappelé de sa vie, sa rencontre avec Nana Shimura et son rêve, All Might décide de faire une ultime attaque. Une kamikaze. Chapitre 402. Là que prend fin l'histoire du plus grand des super-héros. Moi, c'est ce que l'auteur voulait nous faire croire. All for One avait pré-shot le kamikaze d'All Might et a cassé son gant. Cette fois, c'est vraiment la fin. All Might n'a plus aucune carte en réserve et est paralysé par l'alter de Stein.
Chapitre 403. C'est à ce moment-là que Bakugo revient d'entre les morts, après un sommeil qui a duré plus d'1 an pour nous lecteurs. La technique Deadshot et son alter ont permis de le ramener à la vie. Bakugo sauve All Might et ensuite on assiste au combat le plus inattendu de My Hero Academia, Bakugo contre All for One. Du chapitre 405 au 410. Finalement, c'est dans le chapitre 410 publié le 24 décembre 2023 que Bakugo terrasse le plus grand des vilains, avec une rafale de TNT comme on les aime. Pour moi, c'est vraiment le combat Iron Might contre All for One qui a sauvé la finale de My Hero Academia. Ce combat, l'origine des haltères et le retour de Bakugo ont refait grimper la hype. C'était des combats auxquels on ne s'attendait pas. Mais franchement, pour moi, c'est ça qui a sauvé la finale de My Hero Academia. Horikoshi nous a montré qu'il avait encore des choses à raconter. 24 décembre 2023, chapitre 410. Après plus d'1 an, le combat Izuku contre Shigaraki continue. Chapitre 410 au 423. Le dernier front de bataille de la guerre, le dernier duel, le climax de l'arc. Mais quelque chose d'étrange se produit. Shigaraki vole un des alters du One for All, le Danger Sense. Au lieu d'essayer de voler tout le One for All, chose qu'il n'arrive pas à faire, il a décidé de voler chacun des alters du One for All un par un. Du coup, qui n'a plus le Danger Sense, se concentre sur sa défense. Puis se retrouve presque immobilisé. Il utilise le Black Whip à l'intérieur de son corps pour pouvoir faire des flexions et extensions avec ses muscles, ce qui lui permet de bouger normalement. Udo, le deuxième utilisateur, décide d'envoyer les alters du One for All à l'intérieur de Shigaraki pour exploiter la faille psychologique de Shigaraki, le fruit de ses traumatismes. Une fois que Shigaraki a absorbé la majorité du One for All, Deku et lui se battent au milieu de leurs souvenirs. Moi aussi j'ai pas bien compris. Chapitre 414. Dans les souvenirs de Shigaraki, Deku et Nana se retrouvent devant la maison de famille des Shimura. Il assiste à la scène où Shigaraki tue toute sa famille, mais cette fois, il modifie les événements et l'empêche de les tuer. Des visions de souvenirs qui ne sont ni à Shigaraki ni à Deku apparaissent. Ce sont les souvenirs d'All for One. Depuis le début, All for One avait tout manigancé pour saboter la vie de Shigaraki et faire de lui son pantin. Comme Shigaraki a été déstabilisé par ses souvenirs, All for One en a profité pour reprendre le dessus et éjecter Deku de l'esprit de Shigaraki. Les bras de Deku ont été désagrégés dans les souvenirs de Shigaraki et ont aussi été détruits dans la vraie vie. Deku n'a plus d'alter ni de bras et il se tient face à All for One qui a repris le contrôle du corps de Shigaraki. Là, c'est la fin. C'est alors que les amis de Deku apparaissent pour le sauver, téléportés grâce au portail de Kurogiri. Deku retrouve ses bras grâce à un morceau de la Kanderi que Aizawa lui a apporté. La cavalerie est là. Mais All for One est bien décidé à tous les éliminer. Une braise du One for All est toujours en Deku, et tous les héros lui ouvrent un passage vers All for One pour lui donner le coup de grâce. C'était vraiment magnifique. Donc, tout le monde assiste à la scène sur les réseaux, et Izuku donne le coup final à All for One, au chapitre 422. Izuku Midoriya's Rising. Dernière scène magnifique, on voit Deku, Shigaraki et tous les utilisateurs du One for All donner un dernier coup à All for One. Le ciel s'éclaircit. Enfin. Alors oui, on a eu un très bon final. Franchement, Horikoshi, chapeau. Même si on a eu beaucoup de temps d'attente avant la fin de cet arc, c'était quand même très bien. Cependant, j'ai pas bien compris pourquoi Shigaraki meurt à la fin. C'était pas clair. Est-ce que c'est le point de Deku qui l'a tué, ou bien c'est la singularité altérique, ou encore Shigaraki qui aurait désagrégé son propre corps? Il y a un autre truc qui m'a dérangé, c'est le fait de jongler entre Shigaraki et All for One. Du coup, on nous dit que c'est All for One le méchant final, et la minute d'après, on nous dit que non, en fait c'est Shigaraki. Et ça se répète encore et encore. Bon.
Malgré tout ça, j'ai adoré la finale. Vraiment. En résumé, il n'aurait pas dû faire, disons, une pause au milieu des combats principaux, pour de la partie 2. Ça donnait un sentiment de rallongement et c'est là que beaucoup de lecteurs ont décroché. Voilà, mais je pense que la finale de My Hero Academia reste quand même une très bonne finale, malgré qu'il y ait eu pas mal de défauts. Je vais faire une autre vidéo pour la partie 2, intrigue et révélation. Donc abonnez-vous pour pas manquer cette vidéo. Et si vous avez aimé la première vidéo, lâchez un pouce bleu.